Merci de m'avoir invité ce soir. Donc, on va vous présenter très rapidement qu'est-ce que ça peut être qu'une stratégie value. Le questionnaire que j'ai affiché au début, en attendant qu'on démarre réellement, on le reprendra tout à l'heure, mais il est important pour comprendre pourquoi les stratégies value fonctionnent. Alors, qui suis-je pour ceux qui ne connaissent pas? Je suis le gérant du Fonds Indépendance et Expansion depuis 1992, qui est un fonds small cap spécialisé en petites valeurs françaises, qui a un alpha supérieur à 5% sur 30 ans, enfin presque 30 ans. Nous sommes le meilleur fonds Action France sur 10 ans et le meilleur Action France sur 25 ans. Mais sur 25 ans, on n'est pas très nombreux. À un moment, on a été le meilleur fonds Action Europe en équité, quel que soit le pays européen. Donc, ce qui voudrait dire que la gestion value fonctionne. Le problème de la gestion value, il est assez simple, c'est-à-dire que tout le monde est value. Globalement, si un investisseur achète un titre, c'est qu'il pense qu'il va le revendre plus cher et que donc quelque part qu'il est value puisque la valeur intrinsèque est inférieure et supérieure au cours coté aujourd'hui. Donc il faut, bon, si tout le monde est value, ça ne sert à rien de dire qu'on est value. Donc on va prendre une définition très stricte de la value. Disons, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires value. Et quand on regarde leur portefeuille, c'est pas vraiment, ça saute pas aux yeux qu'ils sont réellement value. Alors que la stratégie value, d'après nous, est une stratégie qui peut se prouver. Donc, alors, notre définition de la stratégie value, elle est très simple. C'est acheter des actions qui ont des ratios faibles. Ça peut être un price earning, ça peut être un cours sur autofinancement, ça peut être un cours sur actif net, ça peut être un cours sur chiffre d'affaires ou un cours sur dividende. Ça, c'est des stratégies value. Et globalement, on achète des titres pas chers et on les revend quand ils sont chers. La caractéristique de la value, c'est que c'est basé fondamentalement sur l'idée que les prévisions sont systématiquement fausses et que donc on ne peut pas fonder une stratégie d'investissement sur les perspectives. Les perspectives pour nous sont subjectives, donc une stratégie value, on est capable de prouver qu'on est value parce qu'on a une décote par rapport au marché sur la base des chiffres de l'année dernière ou de l'année en cours. Pourquoi la stratégie value fonctionne? C'est relativement simple, c'est que les prévisions se révèlent généralement assez fausses et on a pu démontrer que des modèles dits naïfs, c'est-à-dire globalement le bénéfice de toutes les sociétés va croître comme le PIB, battent les modèles les plus sophistiqués, notamment ceux des brokers. Le pape de la stratégie value, c'est Warren Buffett, bien que j'ai des doutes sur son côté value, parce qu'il a fait des choses qui ne me paraissent pas énormément value. Quand vous achetez de l'Apple, vous n'êtes plus value. Mais il a dit, in the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield. En d'autres termes, il est plus facile de voir ce qui s'est passé que de prévoir ce qui va se passer. Les stratégies value sont efficaces. Là, je n'ai pas mis ça à jour parce qu'il y a peu de livres qui font des perspectives sur très longue période. Dans le livre What Works on Wall Street, en regardant ce qui se passait de 1951 à 2003, on arrivait à démontrer que les stratégies value prix sur actif net battaient largement le marché, prix sur autofinancement battait le marché, prix sur chiffre d'affaires battait le marché. Ce qui est intéressant dans ce graphique, on voit que les dividendes ne sont pas un très bon critère. Globalement, investir dans les sociétés qui ont le meilleur dividende, bon, c'est value, mais c'est quand même une des plus mauvaises stratégies value. Les fondements théoriques de la stratégie value, ils sont
généralement assez bien connu, c'est Benjamin Graham qui a écrit en 49 The Intelligent Investor, qui est pour moi la Bible. Tout a été dit dans ce livre-là. Ensuite, il y a quelques livres qui démontrent que statistiquement ça marche. Généralement, quand il y a un livre qui démontre que ça marche, les 10 années qui suivent, ça ne marche pas, mais si vous mettez une approche plus longue, ça marche quand même. On a eu une grande période, disons, dans les années 90, où les tenants de la théorie moderne du portefeuille ont voulu parce que sinon leur théorie ne fonctionnait pas, démontrer que si les stratégies value marchaient, c'était parce qu'elles étaient plus risquées. En fait, on n'a jamais pu démontrer qu'elles étaient plus risquées. Globalement, elles n'ont pas une volatilité plus élevée et généralement, elles baissent un peu moins rapidement que le marché quand celui-là est en baisse. Je dirais que l'énorme succès, enfin, la grande progression qu'on a eue sur la justification des stratégies value, c'est les analyses comportementales qui ont réussi à démontrer que les stratégies value fonctionnent parce que les gérants ou les investisseurs, d'une façon plus générale, sont des êtres humains qui font toujours les mêmes erreurs parce que c'est des êtres humains. On va vous poser 2 ou 3 questions et essayer de répondre de façon honnête. Et si vous répondez bien à ces questions, vous comprendrez par la suite pourquoi les stratégies value fonctionnent. Les sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement pendant 3 ans constituent-elles un bon investissement? La réponse est oui ou non. C'est un problème statistique. Donc, la source, c'est What Works on Wall Street sur 50 ans. Donc, en d'autres termes, est-ce que vous avez intérêt à investir dans des sociétés dont le bénéfice croît relativement rapidement sur au moins une moyenne période? Deuxième question, est-ce que le momentum, ça marche? Alors, pas n'importe quel momentum, un momentum sur 3 ans. Troisième question, est-ce que les sociétés dont le bénéfice par action a cru plus rapidement que la moyenne du marché arrivent à continuer? En fait, la réponse est négative aux 3 questions. Or, si vous réfléchissez, vous devez réaliser que ça, ce sont les belles sociétés. En fait, une belle société a eu un bénéfice qui a cru rapidement, a eu généralement un cours qui a monté rapidement, et son bénéfice par action a cru rapidement. Or, chacun de ces 3 critères permet statistiquement, d'après Wall Street, de déterminer que la société, que le cours va progresser moins vite que le marché dans l'année qui suit. Donc, c'est ça le véritable problème. C'est les êtres humains aiment bien avoir des encores, enfin des encres, si on veut. C'est-à-dire, on n'analyse pas les sociétés tous les matins, c'est beaucoup de travail, mais on va y revenir par la suite. Et donc, on a des systèmes relativement simples pour savoir si une société est belle ou pas belle. Et globalement, on a tendance tous à croire qu'une société est belle quand elle a bien marché pendant 3 ans. Ce qui pour moi est frappant, alors il faut savoir que les values, nous sommes minoritaires. 95% des gérants sont plutôt grosses, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'investir dans des sociétés qui vont croître plus vite que le marché. Bon. Si vous êtes économiste, si vous avez si vous avez suivi des cours d'économie dans n'importe quelle université, vous allez être surpris que des gérants essayent de trouver les sociétés qui vont croître plus vite que la moyenne, sachant qu'il n'existe pas de théorie de la croissance des entreprises. Bon, Samuelson a eu le prix Nobel parce qu'il a trouvé une théorie de la croissance des États,
Si quelqu'un trouve une théorie de la croissance des entreprises, il aura le prix Nobel. Pour le moment, il ne l'a pas. Okay? Ce qui veut dire, en d'autres termes, personne n'a jusqu'à aujourd'hui trouvé pourquoi, statistiquement, certaines sociétés croissent plus vite que d'autres. Parce que, bon, on pourrait avoir des théories en disant il faut investir dans le capital humain, il faut investir dans la R&D, il faut investir dans le marketing. Bon, la vérité est compliquée, probablement parce qu'on est dans un monde où le modèle de la concurrence parfaite est ce qui marche le mieux. Mais, bon, chaque fois que quelqu'un a essayé de sortir une théorie de la croissance ou a essayé de sortir 5 sociétés qui étaient des modèles, notamment McKinsey, In Search of Excellence, 5 ans après, les modèles s'effondraient. Alors nous sommes relativement optimistes et nous pensons néanmoins qu'il y a peut-être un espoir de déterminer si les sociétés vont croître plus vite que les autres en regardant bêtement la rentabilité des fonds propres. Pour nous, le seul espoir de déterminer si les sociétés vont croître plus vite que la moyenne, c'est de regarder si la rentabilité des fonds propres est élevée, et en espérant, mais on peut quand même regarder l'évolution, pour avoir une idée sur la rentabilité marginale. Et Benjamin Graham l'avait dit dès le départ, il vaut mieux investir dans une société qui, quand elle investit 100, gagne 10, que dans une société, quand elle investit 100, gagne 5. En fait, tous les gérants sont d'accord. Mais cette phrase est tellement bête que personne n'a le sentiment que c'est un facteur essentiel pour réussir à battre le marché. Voilà. Et ça nous a toujours étonnés. Bon, ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier. J'ai probablement jamais vu une étude de broker disant il faut investir dans cette société parce que la rentabilité des fonds propres est élevée. Bizarrement, il y a beaucoup plus de fois où on va vous dire la marge est élevée, c'est une belle société, vous devez investir dedans. Mais la rentabilité des fonds propres, c'est un truc qui passe inaperçu et je ne sais pas pourquoi, sachant que pour moi, c'est le meilleur indicateur de la croissance future. Par ailleurs, c'est un autre indicateur. En fait, la rentabilité des fonds propres, c'est d'une part, bon, ça nous permet d'avoir une idée de la rentabilité marginale. Ça permet aussi de voir s'il y a des barrières à l'entrée. Ça permet aussi de voir si les managers sont de bonne qualité. Et encore mieux, ça vous évite de faire des calculs compliqués pour faire du cash flow actualisé. Si la rentabilité des fonds propres est élevée, le cash flow est là. Bon, s'il n'existe pas de théorie de la croissance, la bonne nouvelle, c'est que les sociétés les moins bien valorisées, on ne peut pas déterminer si ces sociétés le méritent ou pas. Donc, si on ne peut pas le déterminer, il y aura beaucoup d'erreurs. Donc, les sociétés mal valorisées constituent une bonne opportunité d'investissement, puisque la sous-valorisation ne garantit pas un sombre avenir. Bon. Là, je vais utiliser un argument d'autorité. On a toujours investi dans des sociétés, enfin dans un portefeuille qui avait une décote de 30% par rapport au cours sur autofinancement du marché, et on a un alpha supérieur à 5% sur 30 ans. Donc, nos sociétés qui sont décotées, n'ont pas eu plus de problèmes que le marché. Pourquoi la stratégie value fonctionne? D'après moi, c'est effectivement parce que l'analyse comportementale a bien démontré pourquoi ça marche. En fait, nous avons besoin, on doit prendre des tas de décisions quand on gère un fonds ou un portefeuille, et si on devait démarrer tous les matins à zéro, ça serait quasiment impossible. Donc, on met du temps pour se former une opinion sur une valeur et on la garde. Le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de persistance du taux de croissance. Moi qui suis un théoricien,
il ne faut pas oublier que le modèle qui marche le mieux, c'est le modèle de la concurrence pure et parfaite. Tant que ça sera le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de persistance de taux de croissance. Si c'était un modèle autre, il y aurait une persistance de taux de croissance et les belles sociétés demeureraient belles. Pour prendre un exemple, ce qui me frappe aussi, c'est quand vous parlez notamment à des investisseurs particuliers, ils vous disent tous qu'ils ont investi dans des sociétés chères et que ça marche très bien pour eux. Et ils vous citent systématiquement L'Oréal, L'Air Liquide, LVMH et peut-être Hermès. Bon. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il y a 1000 sociétés cotées en France et il y a 4 sociétés qui ont eu une très forte croissance pendant très longue période. Bon, il y a quelques années, vous rajoutiez Carrefour et Sanofi. Mais si vous réfléchissez, ce qui est intéressant, c'est que c'est 4 sociétés sur 1000 sociétés cotées. Donc la réalité, c'est que 995 sociétés n'ont pas eu de régularité dans la croissance sur 10 ans. En fait, la surprise, c'est la norme. Si on regarde aux États-Unis, où il y a des perspectives, enfin, il y a normalement des prévisions trimestrielles, il y a à peu près 29% des prévisions qui ont un écart supérieur ou inférieur à 5%. Et si vous considérez qu'une surprise, c'est quand vous vous trompez à 5% sur le trimestre qui vient, vous avez sur 10 trimestres un 110e de chance de ne pas avoir de surprise. Donc, pourquoi les stratégies value fonctionnent? Parce qu'elles sont assez bien adaptées à un monde où la surprise est la norme. En fait, c'est assez simple. Une société value, à un moment, je disais que les sociétés value, c'est les sociétés pourries, puisqu'elles ne sont pas chères, les gens s'attendent à ce qu'elles aient des problèmes. Mais l'avantage d'une société value, c'est que même si elle publie des résultats inférieurs au consensus, le cours sera stable statistiquement. Pourquoi? Parce que globalement, le consensus se trompait, mais il y avait des gens qui le savaient déjà et qui le prix reflétait déjà ce consensus était trop élevé. En revanche, une belle société, c'est-à-dire une société qui a une valorisation élevée, ne peut pas avoir de mauvais résultats, sinon ça ne serait pas une belle société. Donc la baisse de résultats entraîne une baisse de cours. Une baisse de cours qui est violente parce que le numérateur et le multiplicateur changent. Et de façon surprenante, même quand une belle société a de bons résultats, le cours est relativement stable. La source est Drinan Concerned Investment Strategy. L'analyse comportementale valide l'approche value. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont présomptueux. Alors, comme en fait le temps est relativement mesuré, je ne vais pas vous laisser. Attendez, je vais peut-être y arriver. Je ne vais pas vous laisser répondre au questionnaire que vous avez affiché ici. Si vous ne, voilà, globalement, quand il y a 10 questions, là, si j'en mettais 10, c'était illisible, donc il n'y en a que 9. Les êtres humains normaux se trompent 7 fois sur 10. Voilà. Donc, en fait, c'est un questionnaire où vous donnez un intervalle, c'est-à-dire si vous n'en savez rien, vous dites 0 à l'infini, et si vous savez à peu près, vous donnez un intervalle, disons, année de naissance d'Edith Piaf, bon, admettons que vous pensez que c'est 1910, vous pouvez dire 1900-1920. Okay? Donc, si vous donnez avec ce système, vous devez avoir 100% de réponses justes. Bon, la réalité, c'est que les êtres humains, quand vous leur posez ce genre de questions, essayent de montrer qu'ils sont brillants et donc réduisent énormément l'intervalle au point d'avoir 7 réponses sur 10 fausses. Comme vous n'avez pas répondu, vous n'en êtes pas convaincu, mais vous pouvez demander à des gens qui sont autour de vous de répondre à ce genre de questions ou à ce questionnaire, et vous serez surpris du nombre de questions fausses, de réponses fausses, pardon.
Et ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ce qui est quand même étonnant, c'est que personne n'est capable de prévoir l'avenir. Ça paraît rempli de bon sens. Vous ne savez même pas ce que vous allez faire dans un mois. Vous ne savez même pas si vous allez partir en vacances. Vous ne connaissez pas la parité euro-dollar dans un mois, le taux d'imposition d'une société, enfin, ou les parités. Enfin, il y a énormément de choses qui vous échappent. Néanmoins, il est tentant, quand vous investissez en bourse, de faire des prévisions et, comme vous pensez que vous êtes intelligent, de croire que ces prévisions vont être exactes. Ce qui vous permet d'acheter des sociétés qui ont des price earnings de 90 en vous disant, moi je sais que le bénéfice de cette société va progresser à toute vitesse. Ce qui est étonnant, c'est que même après Covid, qui a pour moi démontré que le monde est vraiment incertain, on a toujours des valeurs qui ont des... Enfin, c'était plutôt l'inverse. L'année dernière, les sociétés les mieux valorisées ont surperformé les sociétés les moins valorisées. En fait, non seulement il est extrêmement difficile de faire des prévisions, mais un investisseur, un gérant d'actions, notamment, n'a pas le temps de faire des prévisions correctes. Alors là, je vais essayer de le démontrer. Bon, après, on ne s'étonnera pas que je n'ai pas beaucoup d'actionnaires. Voilà, vous essayez de répondre rapidement aux questions qu'on pose. Quel est le temps nécessaire pour analyser en profondeur une société cotée? Une semaine, un mois, un an? Quel est le taux de rotation moyen d'un portefeuille d'OPCVM? 25, 50%, 100%? Combien vous avez de sociétés dans un portefeuille? 40, 60 ou 100? Et combien il y a de jours ouvrés dans l'année? 220, 250, 300. La réalité est assez simple. Si vous êtes très brillant, ça veut dire si vous faites le moins d'administratif possible, vous allez consacrer 200 jours à l'analyse. Normalement, la plupart des gérants ont 50 lignes dans le portefeuille, avec un taux de rotation de 30%, ce qui est plus bas que la moyenne des gérants, et un investissement réalisé pour 2 sociétés analysées, vous avez 2,5 jours pour analyser une société. Donc, pour moi, c'est ça le problème aussi des stratégies growth. Si vous n'avez pas le temps d'analyser les sociétés, c'est quand même extrêmement difficile de prévoir quelles sont les sociétés dont le bénéfice par action va doubler dans 5 ans. Pour moi, c'est impossible. Donc, compte tenu de mon incapacité, je suis un gérant value. Alors, l'avantage de la gestion value, c'est qu'elle permet de prendre son temps. D'une part, il y a les value traps, c'est-à-dire les valeurs qui restent sous-évaluées très longtemps et auxquelles on ne peut pas échapper. Néanmoins, la forte rentabilité des fonds propres, normalement, finit par être prise en compte par le marché. Les sociétés value sont généralement des sociétés, je ne veux pas dire plan-plan, mais qui ont des croissances modérées et des ratios qui sont relativement stables, c'est-à-dire disons des marges d'exploitation qui sont relativement stables. Le taux de rotation des stratégies value est généralement faible. Et le gros avantage, c'est qu'au bout de quelques années, on finit par connaître les sociétés dans lesquelles on a investi. La société qui est détenue depuis le plus longtemps dans le portefeuille est là depuis 2005. Donc, petit à petit, vous finissez par comprendre comment marche la société, sachant qu'il faut réaliser que les sociétés ne communiquent pas sur la totalité de ce qu'ils font. Et donc, chaque année, il y a un focus particulier. Et donc, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez accumuler de l'information.
Le temps est aussi précieux parce qu'un gérant, notamment en small cap, va voir les dirigeants et que les dirigeants préfèrent parler avec des gens qui font, entre parenthèses, partie de la famille, c'est-à-dire qui investissent qui sont là pendant une période longue. L'indépendance et l'expansion investit presque exclusivement, il ne faut jamais dire exclusivement, dans des sociétés donc, qui ont une rentabilité des capitaux engagés élevée, une marge opérationnelle relativement élevée pour le secteur, un cours sur autofinancement faible, donc normalement on a une décote de 30%. Ensuite, on est quand même on est momentum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être momentum et value, ce qui a priori est opposé? C'est-à-dire, l'expérience a montré qu'il ne faut pas acheter des titres dont le cours baisse, donc significativement. C'est-à-dire, si jamais vous avez un cours qui décale par rapport au marché de 20%, vous avez intérêt à attendre au moins une publication qui parle de la rentabilité de la société. De ce côté-là, le marché est efficace. En revanche, il vaut mieux aussi donner une petite prime aux sociétés dont le cours monte. Nous sommes value, donc nous n'investissons pas dans les sociétés qui sont endettées. Nous faisons ce que tout le monde fait, c'est-à-dire nous voyons les... Pardon. Petit problème. Oui. Et en fait, je dirais la caractéristique de ce qu'on fait, qui est quand même très très simple, c'est qu'on essaie de taper en plein milieu. C'est-à-dire, mais on arrive. Hein. Il y a à peu près sur 1000 sociétés, vous arrivez à trouver à peu près 60 sociétés qui ont une rentabilité des capitaux employés élevée, une marge opérationnelle élevée, enfin, ce qui veut dire pour nous, c'est supérieur à 5%, mais on peut descendre à 4%, et un cours sur autofinancement faible. On pourrait rajouter des ronds, une rentabilité des fonds propres élevée et un momentum élevé. Ensuite, nous faisons ce que tout le monde fait, et nous voyons les dirigeants pour essayer de comprendre au mieux comment fonctionnent les sociétés. Ah oui, une autre caractéristique quand même sur le momentum, c'est que nous supportons assez facilement la surévaluation des sociétés du portefeuille. C'est-à-dire, nous considérons qu'une société, pourquoi notre stratégie fonctionne, globalement, oui, on va en parler un tout petit peu après, donc il y a un slide, donc je vais utiliser le slide. Bon, pour ceux qui ne sont pas convaincus, un graphique qui est impressionnant. Bon, globalement, on a dû faire plus de 3000% depuis 1993. Le marché a fait 700% sur les moyennes valeurs et le CAC a fait 400%. En fait, on a un alpha supérieur à 5%. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la gestion, à partir de 2%, vous avez le droit d'écrire vos mémoires et globalement, il y a des gens qui les liront. Si vous regardez les performances par année par rapport au marché, on est quand même assez régulier dans la surperformance. Il est quand même très rare qu'on ait 2 ans de sous-performance. Ça arrive. Hein. Mais je dirais les 2018-2019, la sous-performance était quasiment inévitable. Là, c'est vraiment les valeurs les plus chères qui ont marché. Et donc, bon, c'était évidemment les valeurs que nous n'avions pas. Alors, pourquoi ça marche? Alors, il ne faut pas croire que le portefeuille est un très beau portefeuille et que quand on regarde après, on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi le marché était si pessimiste sur les valeurs. En fait, nous, on bat le marché parce qu'on a quelques valeurs qui marchent très bien. Voilà, on a 40 valeurs, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui marchent très bien
pour arriver à surperformer le marché. Et on va expliquer un peu ce qui se passe. Si vous achetez systématiquement des titres qui sont valorisés moins de 5 fois l'autofinancement, et si vous admettez que le monde est incertain, certaines sociétés vont doubler leurs résultats au cours des 5 ans qui suivent. Ces sociétés vont devenir pour le marché des valeurs de croissance et vont être cédées sur la base de 10 fois l'autofinancement. Donc effectivement, avec ce système-là, vous multipliez par 4. Bon, vous pouvez multiplier beaucoup plus, mais sur les périodes 93-2007, c'était le cas de Beneteau, Trigano, Vallourec. En 2012, Montupet capitalisé une fois l'autofinancement. Début 2015, ça a été 7 fois et le cours avait été multiplié par 14. Tinexta capitalisé 5 fois l'autofinancement en 2019 et 16 fois début 2021. Voilà. Pour nous, alors, ça, c'est une croyance parce que je n'ai jamais réussi à avoir d'études. Et donc, si vous en trouvez, je serais ravi de les avoir. Je suis sûr qu'il y en a aux États-Unis, mais je n'arrive pas à les trouver. Pour moi, notamment sur les price earnings, qui est quand même le ratio de valorisation le plus suivi, pour moi, il n'y a pas de persistance des multiples de valorisation. C'est-à-dire, si je regarde les titres qui étaient les plus chers il y a 5 ans, ça ne garantit pas qu'ils vont être les plus chers aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, un secteur délaissé peut devenir à la mode. Et notamment, bon, c'était en 2013, qui pour nous est une année exceptionnelle parce qu'on a fait plus de 60%. Tous les équipementiers automobiles ont eu un cours qui a doublé. Bon, après, il faut quand même reconnaître qu'il y a une part de chance. J'aime bien le petit dessin qu'il y a en bas de la page. Globalement, il faut choisir ce qui peut porter chance. Mais les faibles valorisations portent chance. La première valeur du portefeuille aujourd'hui, c'est Accwell, et on va rapidement l'examiner. Disons de 2008 à 2020, le chiffre d'affaires a cru de 12% par an. Le résultat opérationnel a été multiplié par à peu près 5 fois, même enfin 5 fois. Et c'est une valeur value. Donc, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est pendant quelques années, je cherchais désespérément pourquoi les sociétés du portefeuille étaient value. Et donc, je me disais, leurs bénéfices par action n'ont pas cru, leur chiffre d'affaires n'a pas cru. Enfin, doit y avoir une raison. Et en fait, je n'ai jamais trouvé. Donc maintenant, je ne cherche plus. Certaines sociétés ont des croissances tout à fait normales, mais le marché ne les aime pas, point. Ce n'est même pas qu'elles sont normales, parce que quelque part, on cherche, effectivement, on est comme tout le monde, on cherche les belles sociétés, et les sociétés du portefeuille ont en moyenne une croissance du bénéfice par action un peu supérieure à celle du marché. Voilà. Quand on regarde Accwell, effectivement, si vous étiez bon, en 2009, ça avait un price earning inférieur à 3 et aujourd'hui de 10. Bon, voilà. Je suis à votre disposition si vous voulez poser des questions, sachant qu'il est 19h44 et qu'on avait dit qu'on poserait des questions en 45. Donc, on a à peu près tenu… Merci, merci. Merci, cher monsieur, pour cette conférence intéressante, très intéressante et très bien préparée. Alors, heureusement, il y a une question qui est arrivée. Il y a quand même 330 participants. J'étais très étonné qu'il n'y ait pas de questions, mais elles arrivent. Il est vrai que la finance, on dit souvent que la finance est mystérieuse. Si on tape dans Google société value, eh bien, Google connaît un léger malaise. Il n'a pas l'air de très bien comprendre de quoi il s'agit. Mais j'ai une première question.
d'un étudiant, comment va évoluer le cours des actions de Pernod Ricard sur le moyen terme? C'est une question d'un Aucune étudiant idée, je ne connais pas Pernod Ricard. qui est en alternance chez Pernod Ricard. Donc, Ah, mais je ne connais pas. ouais, j'imagine que cette question est difficile parce Non, mais en que, plus, ça ne doit pas être une valeur value. Hein, mais... ouais, bon, plus, bon, tant Donc, pis, ça, je ne tant connais pis pas. pour lui. Il aurait pu se faire bien voir par sa hiérarchie, mais bon, tant pis. Alors voilà, une autre question. Êtes-vous influencé par la macroéconomie ou pas du tout? Pas du tout. En fait, à l'origine, moi, j'étais plutôt macro. J'étais plutôt économiste, hein, très précisément de formation. Et en fait, j'ai trouvé que ça ne servait à rien, donc j'ai vraiment arrêté. Alors, vous venez de dire que vous étiez. Alors, j'ai encore une autre question. L'excellent Marc Bradford vous remercie pour cette riche et belle présentation. Mais une autre question. Marc Bradford est un éminent professeur à Financia, et bien sûr anglais. Mais il a la double nationalité. On ne sait plus trop ce qu'il a d'ailleurs, parce qu'avec le Brexit, on ne sait plus trop. Bonjour, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Pensez-vous référencer un peu plus votre fonds, par exemple avec Swiss Life? À Swiss Life, on doit être référencé, hein, depuis peu de temps, mais on doit l'être. Très bien, à vérifier. Oui, alors on est sur Cardiff et avec un peu de chance, on va être référencé sur un des plus gros assureurs français. Très bien. C'est un travail de longue haleine. Alors, une question précise. Pourquoi, quand vous parlez de cash flow, vous parlez de capacité d'autofinancement et pas de free? Oui, alors en fait, alors le terme de cash flow est un terme impropre. En fait, c'est un anglicisme, mais qui n'a pas le même sens en français qu'en anglais, donc c'est compliqué. En fait, en anglais, ça s'appellerait cash earnings. Donc, c'est très précisément bénéfice plus autofinancement. Le cash flow, le vrai cash flow, d'après nous, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que si vous changez légèrement le besoin au fonds de roulement en pourcentage du chiffre d'affaires ou qu'est-ce que c'est qu'un investissement de maintenance par rapport aux investissements de croissance, vous obtenez des chiffres assez différents. Nous croyons qu'effectivement, à la limite, l'Easy, qui avait un free cash flow élevé, et là, bon, c'était clair qu'il était énorme, bon, c'était le critère essentiel pour acheter du Easy. On a tendance à penser que le free cash flow, ça serait génial, mais que, disons, c'est un peu trop facile de faire augmenter ou décroître le free cash flow. Oui, ce que je n'ai pas dit et ce que j'aurais dû dire, parce que c'est aussi une originalité forte de notre méthode, c'est que nous utilisons un taux d'actualisation ridicule. Disons, depuis 1977, parce que c'est l'année où j'ai commencé à travailler, j'utilise un taux d'actualisation qui est égal à 2 fois le taux d'intérêt à 10 ans. Sauf cette année, parce que ça serait vraiment trop bas. Et de façon étonnante, les actions ont pratiquement jamais battu les obligations sur les 5 dernières années par un facteur supérieur à 2. Donc, je sais que j'ai un taux très faible par rapport à tout le monde, mais ex post, je ne vois pas pourquoi tout le monde a un taux tellement énorme que, par exemple, aujourd'hui, je dirais la plupart des brokers utilisent un coût du capital de 9%, alors que le taux des obligues est quasiment inférieur à 1. Bon, l'écart est énorme et n'a jamais été observé. Si on croit que la bourse va rapporter 9% et les obligations rapportent 1, oui, mais ça serait une révolution. Et ce qui permet notamment d'investir dans les sociétés, entre parenthèses, normales. Si vous avez un taux d'actualisation de 9%, votre portefeuille va être un portefeuille gros obligatoirement. Autre question. Il y a quand même un déluge de questions, c'est quand même très sympathique. On ne peut pas pouvoir répondre à tout, mais Cadian a un ratio pris sur free cash flow très faible. Comment se fait-il que Cadian a un ratio P sur FCF
free cash flow. Oui, mais alors, bon, alors, le problème, c'est qu'on a des tas de critères. On n'investit pas dans les sociétés dont le chiffre d'affaires baisse. D'accord, donc c'est en fonction des critères que vous avez définis vous. OK. Oui, non, mais bon, je dirais, je suis value, d'accord, mais investir dans des sociétés dont le chiffre d'affaires décroît, c'est pas une bonne stratégie. Bon, un critère de plus. Et êtes-vous investi sur votre propre fonds? On dit souvent Oui. qu'un gérant investi dans son fonds est un gage de qualité. À vrai dire, c'est peut-être un gage de qualité, mais surtout quand on n'est pas investi dans son fonds, ce qu'on investit, enfin, mon expérience, c'est ce que j'investis pas dans le fonds, c'est une catastrophe. Donc, parce que de temps en temps, je me dis qu'il faut que je me diversifie, mais c'est pas une bonne idée. Y a-t-il des indicateurs que vous utilisez pour limiter la probabilité d'investir sur des value traps? Alors en fait, pendant longtemps, j'ai dit que c'était inévitable. Après mûre réflexion et j'ai fini par penser que en fait, si vous investissez dans des boîtes mal valorisées, mais aujourd'hui, on a une rentabilité des fonds propres du portefeuille de 13%, le marché est à 6%. Bon, on peut estimer, si on est tant soit peu optimiste, que le marché finira par s'en rendre compte et que donc ça permet d'éviter les value traps. Bon, moyennant quoi, on en a eu. Hein. Bizarrement, on a observé que la société la moins chère du portefeuille était une catastrophe. Mais il y aura toujours une société la moins chère, donc on ne peut pas l'éviter. Le toujours excellent Mark Bradford, croyez-vous à une poursuite de l'envolée des valeurs digitales, GAFAM et autres? Merci. Merci pour votre alors nous, on est relativement simple. On pense que statistiquement, les valeurs les mieux valorisées finissent toujours par s'effondrer. Et on pense que ça se vérifiera aussi. Hein. C'est parce qu'on a toujours dit, non mais, disons, bon, les très belles sociétés, en fait, pour moi, les très belles sociétés, quelque part, si vous croyez que le modèle normal, c'est la concurrence pure et parfaite, c'est des monopoles. Ben oui. Et au bout d'un certain temps, les États finissent par ne plus supporter. Ouais, c'est pas ouais. Très bonne, très intéressante réponse. Quels sont les critères? Alors non, je pense pas que vous allez répondre à ça, mais on ne sait jamais. On peut croire au Père Noël. Quels sont les critères qu'on doit regarder pour investir dans une société value plutôt que dans une autre? Mais bon, je pense que. Ah ben c'est facile. Hein. Vous prenez, si vous avez l'outil, vous prenez le screening. Nous, en fait, on fait ça très simplement. Hein. Nous, on regarde normalement toutes les sociétés qui ont un prix sur cash flow inférieur à 7. Une fois qu'on a fait ça, on regarde toutes celles qui ont une rentabilité des fonds propres supérieure à 9. On regarde après toutes celles qui ont une marge d'exploitation supérieure à 4. Et après, on trouve 60 valeurs. Après, sur les 60 valeurs, il y en a 5 où on n'aime pas les managers parce qu'on estime qu'ils nous ont menti ou alors on n'a pas compris, mais ça revient au même. Et on a à peu près une cinquantaine de valeurs dans lesquelles on pourrait investir. Et voilà. Et après, on n'investit pas dans certaines sociétés parce que le secteur serait surreprésenté dans le marché, dans le portefeuille. Mais je pense que sur quelqu'un qui créerait un portefeuille nouveau, c'est assez facile de trouver le portefeuille idéal, en fait. Une question attendez, d'un étudiant qui doit peut-être être en master IMO. Le meilleur rendement est-il un actif immobilier ou financier? Pour moi, j'ai toujours trouvé que la bourse, c'est génial et que l'immobilier est une catastrophe. Mais bon, Ouais, je m'attendais à cette réponse. Je viens à penser ça en France. Mais non, moi, j'ai toujours pensé que les gens qui disaient que l'immobilier était génial oubliaient toutes les dépenses qu'ils ont fait pour maintenir en bon état leur maison ou leur appartement. Oui, on dit toujours que les actions à long terme, c'est ce qu'il y a de meilleur, effectivement. Non, mais moi, il se trouve que, bon, il ne faudrait pas me poser cette question-là parce qu'on va sortir du sujet. Mais j'ai récupéré la maison de mes parents et ils n'avaient pas fait de travaux pendant 40 ans.
Ah bah oui. Et je peux vous... Alors l'expérience, et encore c'était dans le Midi, donc le climat était relativement bon. Je peux vous dire qu'une maison au bout de 40 ans, c'est une ruine. Ouais, Donc j'en ouais. déduis que la plupart des gens qui disent que l'immobilier c'est bon, ils ont oublié tous les travaux qu'ils ont fait pendant 40 ans avant de leur vendre. Non, mais je crois que l'immobilier, c'est tellement tangible que ça rassure, mais ça Oui, s'arrête c'est là, en ça. fait. Non, mais au moins vous avez un toit. Au moins un toit, à condition que la toiture soit fiable aussi, c'est encore une autre affaire. J'en parle en connaissance de cause. Euh, Merci pour votre excellente intervention, mais ça, tout le monde sera unanime là-dessus. Si de grands gérants comme vous communiquent leur stratégie publiquement, comme ici, auprès d'un public de 330 personnes, nous pouvons connaître les valeurs en portefeuille. Comment expliquer que la majorité des investisseurs se plantent? Certains tentent même de reproduire des stratégies dites gagnantes sans succès. C'est intéressant comme question. Oui, mais en fait, la seule réponse, c'est les gens sont naturellement présomptueux. Mmh. Donc, en fait, il y a des tas de phénomènes psychologiques, c'est-à-dire, globalement, si vous avez un portefeuille et que vous achetez des valeurs de croissance, il y en a quelques-unes qui vont marcher. Donc, quand vous parlez à des gens normaux, ils vont vous expliquer qu'ils ont, on recommence, de l'air liquide, de L'Oréal, etc. Enfin, des 3 ou 4 valeurs qui marchent bien et que ça marche remarquablement, sous-entendu qu'ils sont des génies. Bon. Le fait qu'ils aient acheté du Carrefour et que ça soit cassé la gueule ou du Sanofi, à peu près même punition, ou que j'en passe et d'autres, ça, ils l'oublient. Donc, ils vont continuer. Par ailleurs, si vous êtes... Voilà. Ah oui, non, alors aussi, notre... En fait, la vraie réponse, elle n'est pas ça. Euh, c'est qu'en fait, le rôle du gérant action, c'est de rassurer les gens qui investissent en bourse. Voilà. Et des gens comme moi, c'est une catastrophe. Parce que vous arrivez, pour ceux qui me confient leur argent, ils ne sont pas très nombreux, je leur dis, si jamais ils ont le malheur de tomber sur ce que je dis, je leur dis, je suis incapable de prévoir l'avenir. Bon, ce n'est pas rassurant. Donc, ils vont à la concurrence et il y a des gens qui leur disent, j'investis dans les valeurs de croissance parce que je suis capable de déterminer quel va être leur avenir. Bon. Et donc, ces gérants-là ont un rôle psychologique important, ils rassurent l'investisseur. Et ce qui explique pourquoi 95% des gérants sont grosses. Oui, c'est ça. Bon, un peu dans le même ordre d'idée, c'est un peu la suite. Pensez-vous qu'il est possible de timer le marché? Sinon, Non, investir jamais, régulièrement. personne n'est capable de le faire. On est Et d'accord? notamment, alors je vais parler de mon expérience personnelle de l'année dernière, où là j'ai eu une chance pas possible. J'écrivais un article pour Option Finance et au plus bas du marché, j'avais 12% de cash, ce qui est exceptionnel pour le fonds qui normalement est toujours investi à 100%. Et donc j'ai écrit mon article et j'ai dit j'ai 12% de cash. Et j'ai rajouté, c'est une erreur parce que les gérants sont toujours incapables de prévoir quand les marchés vont monter. Et comme je l'ai écrit, je me suis dit, bon, enfin, c'est revenu dans mon... Ça s'est imposé à mon esprit et j'ai supprimé le cash. Et globalement, le marché a pris 70% à peu près de fin mars à fin décembre. Et honnêtement, personne n'avait prévu ça Non, fin impossible. mars. Donc, Impossible. ça conforte l'idée qu'il n'y a pas de timing possible. Les gens qui ont fait du timing, ils avaient 12% de cash ou plus au mois d'avril et ils ont gardé du cash pendant toute l'année. Bon, et c'était la catastrophe. Bon, personne en période de Covid pensait que les marchés allaient se monter comme des fusées dans la deuxième période de l'année. Mais ça a toujours été le cas. Nous, pourquoi on est le meilleur fonds action? C'est simple, on est investi généralement entre 98 et 100%, sauf les périodes où je déprime, mais elles sont vraiment courtes. Alors, les IMO se rebiffent. Quelqu'un tout à l'heure, enfin pas se rebiffent, non mais quelqu'un a dit qu'effectivement l'immobilier est très taxé, ce qui n'est pas vraiment le cas, ce qui est moins le cas des actions. Et là, quelqu'un se rebiffe cette fois-ci, mais à juste titre, c'est pas du tout une question, mais c'est une remarque tout à fait judicieuse qui dit
je me permets quand même, l'immobilier n'a pas du tout la même perspective. C'est souvent fait pour avoir une rente. Et puis souvent, quand on fait de l'investissement IMO, on n'achète pas des maisons, mais des petits appartements, F2, F3, des choses qui effectivement sont intéressantes. Mais tout dépend encore une fois des perspectives. Voilà, ce n'était pas une question, mais faut aussi que les IMO. Oui, mais si vous regardez les dividendes, la bourse donne des dividendes plus élevés que l'immobilier. C'est ça, mais c'est vrai aussi de dire que c'est pas les mêmes perspectives. Faut pas attendre la même chose, effectivement. Vous dites des sociétés mal valorisées qu'elles constituent une bonne opportunité d'investissement. Mais le fait de considérer la sous-valorisation ne pourrait pas être pénible dans certains cas. Je ne comprends pas trop. C'est un étudiant qui demande des. C'est assez facile. Hein. Normalement, on devrait avoir une corrélation entre les price earnings, pour simplifier, et les rentabilités des fonds propres. Plus une société serait rentable, plus les price earnings seraient élevés. Le marché ne marche pas comme ça. Enfin, du moins, on arrive à constituer on arrive à trouver 50 sociétés sur 1000 pour lesquelles ça ne se vérifie pas. Voilà. Alors ça, je ne pense pas que vous puissiez, que vous alliez répondre à ça, mais quel est pour vous le secteur d'activité le plus fiable pour investir? Mais ça m'étonnerait que vous répondiez à ça, parce que bon. Non, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, c'est ça. Il n'y a aucun. Non, mais à titre, il y avait des secteurs qu'on n'a pas touchés quasiment pendant 30 ans, c'est-à-dire la communication. Et l'année dernière, on a investi dans TF1, M6 et Publicis. La Publicis, ça m'a fait rire parce que pendant les 29 ans précédents, c'était beaucoup trop cher pour moi. Il y a eu un trou l'année dernière. Donc là, oui, et là, quand je dis que c'est un véritable problème pour un gérant, c'est quand vous débarquez sur une société du genre Publicis que vous n'avez jamais regardé, un mois de travail, c'est quand même un minimum syndical. Hein. Oui. J'ai une question personnelle à vous poser. Un de mes amis qui travaille exclusivement avec les États-Unis, la société s'appelle Cap West, m'a dit que le secteur de l'éducation aux États-Unis lui a fait gagner beaucoup d'argent. Vous y êtes intéressé, vous, personnellement, au secteur de l'éducation? Alors, nous, on regarde que les valeurs françaises ou européennes, parce qu'on a quand même un fonds européen, mais qui a un track record beaucoup plus court, parce que c'est 2 ans. Donc, à un moment, on avait été investisseur dans une société suédoise qui a fait l'objet d'une OPA. Mais en France, il y avait Academia dans le temps, mais c'est bon, enfin. J'ai bien connu son PDG. Academia, c'est une PME dirigée par un as du marketing. Ouais, qui en plus faisait ses assemblées générales le 1er janvier. Ah, ça, je savais pas. Mais en tous les cas. Qui notamment a prouvé le rachat de sociétés par les dirigeants. D'accord. En tout cas, ça n'a pas toujours été très, très rentable, hein, Academia. Alors, j'en sais pas, parce que ça a complètement disparu. Enfin, c'était. Les radars, oui. D'après moi, ils sont restés sur le marché libre, ces gens-là. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, oui, je voulais, avant de vous poser une autre question, mais peut-être qu'on va peut-être ajourner, mais il y a quand même 2 questions, mais qui ne sont pas techniques, et qui feraient plaisir, à mon avis, à beaucoup de participants. C'est la question, est-ce que vous avez voulu l'accepter, mais serait-il possible de récupérer votre support qui a Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah bah très bien, parce que ça manifestement… Non, ça, on va vous l'envoyer, en fait. Je pense que vous l'avez, hein, vous pouvez l'envoyer. Hein. Très bien, très bien. Bon, on s'en occupera. Alors, même si vous… Alors, c'est Mark Bradford, encore une fois, même si vous ne prenez pas en compte les critères macro, ne faut-il pas intégrer tout de même la possible perte de valeur des monnaies liées à l'énorme multiplication des masses monétaires face à la crise Covid? Je retrouve bien là Mark Bradford. Oui, pas. Non, mais moi j'étais monétariste, hein, donc je suis d'accord avec lui. Ah oui, bah oui, non, si vous êtes monétariste, je comprends, effectivement. Non, mais effectivement, bon, compte tenu de la création de monnaie, on devrait avoir de l'inflation. Bon, il y a certains secteurs. En fait,
pour moi, enfin, disons, je ne veux pas dire que c'est un faux problème, c'est compliqué, mais disons, normalement, le chiffre d'affaires des sociétés devait croître comme l'inflation. Donc, ça, c'est la conviction. Donc, normalement, les actions ne devraient pas, en termes réels, souffrir de l'inflation. Moyennant quoi, le marché, normalement, a tendance à avoir une illusion monétaire, c'est-à-dire de croire que les taux réels montent, enfin, que les taux réels montent quand il y a de l'inflation. Donc, dans ce cas-là, ça serait mauvais pour la bourse. Moyennant quoi, s'il y a de l'inflation, il devrait y avoir de la croissance. Ah. Mais bon, on a eu quelques années où on a un peu oublié comment gérer en période d'inflation. Moyennant quoi, ça bien, enfin, le fonds il marchait bien en période d'inflation. Donc, pour nous, c'est pas. D'accord. Vous gagnez à tous les coups, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas ça. Ça voudrait dire qu'effectivement, l'inflation, bon, normalement, quand il y a l'inflation, c'est que les sociétés augmentent leurs prix, donc elles ne sont pas si pénalisées que ça. Bon, il y a des Oui, sociétés oui, qui bien n'y sûr. arriveront pas, Oui, mais effectivement. Mais c'est plus justement, parce qu'elles ont un problème de compétition, de compétitivité. ouais, justement, on parle beaucoup ces temps-ci du retour de l'inflation. Là, ces derniers temps, depuis Alors, quelques. on commence à avoir des facteurs. Hein, c'est entre les conteneurs, le pétrole, deux ou trois trucs. Oui, non, mais actuellement, enfin bon, la Mais vous, grande période de baisse des prix semblerait être derrière nous. vous qui avez été ou qui êtes encore monétariste, la question de Mark Bradford, c'est même pire que ça. C'est presque. Y a-t-il un risque un jour d'hyperinflation, même si vous ne prévoyez pas l'avenir? Il y a un risque, hein. Enfin, l'hyperinflation, on suppose que les autorités sont capables de faire décroître la masse monétaire, mais bon. Ok. Bon, écoutez, il y a encore des questions, mais peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête. J'en fais quand même encore une ou deux. Et j'en ai une à vous poser aussi, qui intéressera tout le monde. Alors, attendez. Bon, quelles sont les raisons qui vous font éviter les bancaires malgré certains aspects value? Alors, d'après moi, on n'a jamais compris les comptes d'une banque. Ah oui. De l'extérieur, c'est compliqué, mais même, j'ai été banquier, mais de même de l'intérieur, c'était compliqué. Et donc, oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde dit que les stratégies value ne fonctionnent pas. C'est que la plupart du temps, les indices value sont bourrés de bancaires. Il suffit de lire, il y avait un article dans Investir il y a peu de temps. Alors pour moi, les bancaires, d'une part, les comptes ne veulent rien dire. Enfin, bon, je ne devrais pas dire ça, mais enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est difficile à analyser. Traditionnellement, depuis que je fais ce métier, les banques qui sont considérées comme les plus belles ont des problèmes majeurs au bout de 4-5 ans. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les comptes sont difficilement analysables de l'extérieur. Et troisièmement, les banques maintenant sont fortement régulées. Et un secteur régulé, c'est un secteur dans lequel il ne faut pas investir. Donc, non, mais dans le genre, si c'est les États qui décident la rentabilité d'une boîte plus que la normale, le secteur est intrinsèquement risqué et vous avez encore moins de visibilité que dans un secteur normal. Si c'est le gouvernement ou la banque centrale qui décide, bon, ça devient compliqué. Bon, allez, une avant-dernière question et puis on va se coucher, comme on dit. Voilà, on va aller dîner quand même. Ouais. Non, c'est carême, c'est carême. On mange rien le soir. Vous êtes bien, vous avez des principes. Des principes, je suis un homme de principe. Qu'est-ce qui peut faire qu'une entreprise sous-évaluée ne voit pas sa valeur corrigée systématiquement? Alors, d'après moi, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais en fait, on est quand même fortement investi dans des sociétés familiales, c'est-à-dire supérieures à 70% du portefeuille. Et il y a une différence de nature entre, disons, les sociétés familiales et les autres, qui est que, quelque part, elles se soucient un peu moins de leur cours de bourse. Voilà. Et que par ailleurs, comme si vous avez la majorité du capital, vous savez que vous serez là dans 4 ans,
Vous savez que le cours de bourse va suivre à peu près le bénéfice par action et vous n'essayez pas de survendre vos perspectives. Donc, globalement, le cours ne montera que quand vos résultats monteront. Et nous, en fait, on le voit concrètement pour nous, c'est généralement, les bonnes périodes pour nous, c'est quand il y a des publications de résultats annuels ou semestriels. Et les années catastrophiques pour nous, c'est comme 2018, où on a eu des bonnes publications, notamment sur les semestriels, et où le marché, dans sa grande sagesse, a décidé qu'il y aurait une récession en 2019, on ne l'a pas eu, et que donc les chiffres de 2018 n'avaient pas d'importance parce que 2019 serait catastrophique pour les sociétés qui étaient dans notre portefeuille. Donc, effectivement, elles peuvent rester sous-évaluées un certain temps. Mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui aient une forte croissance des résultats pour sortir de cette espèce de trappe qui existe. Très bien. Bon, allez, dernière question des étudiants et professeurs. Comment analysez-vous, alors ça c'est peut-être une question un peu longue, enfin c'est un peu long à expliquer, mais comment analysez-vous les actifs intangibles d'une société? On se méfie. Non, là je suis assez traditionnel. Disons, bon, les sociétés informatiques, je supporte. Disons, bon, quand on voit Maison du Monde qui avait valorisé sa marque de façon très élevée, oui. Non, ça n'a pas été un grand succès boursièrement. Disons, c'est difficilement vendable. Hein, disons, bon, ce qu'il faut, c'est analyser la rentabilité des fonds propres. Si jamais vous avez une très forte rentabilité des fonds propres, vous pouvez effectivement penser qu'il y a un goodwill quelque part. Alors, une dernière question qui intéressera sûrement les étudiants. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, si je me souviens bien, puis vous avez suivi un MBA dans cette institution magnifique à 70 km de Paris qui est l'INSEAD. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant ambitieux pour suivre votre trace? Est-ce que vous devez tout à votre formation d'origine? Je pense à l'INSEAD en particulier et peut-être à la culture générale inculquée à Sciences Po, mais est-ce que vous avez des conseils à donner à nos étudiants? Alors, disons, tout est intéressant en fait. L'idéal, c'est d'avoir quand même en fait, bizarrement, de notions de base en économie. La rentabilité marginale du capital, c'est un facteur essentiel. Donc, l'économie, c'est important. Comprendre comment les sociétés fonctionnent, un peu le marketing, etc., etc. Donc, une business school quelconque, enfin, une bonne business school, c'est important. Financière, pour ne pas la nommer. Ensuite, l'idéal, mais c'est compliqué, c'est de passer une partie de sa vie dans des entreprises normales. Je pense que être gérant toute sa vie, c'est un handicap. Il faut, enfin, à un moment, moi, j'ai travaillé dans le pétrole. On fixait le résultat net au début et on faisait les comptes après. Donc ça permet de savoir qu'est-ce que c'est qu'une comptabilité. Tant que vous n'avez pas fait ça une fois dans votre vie, vous êtes trop respectueux des chiffres. Par ailleurs, effectivement, quand je dis à un moment j'ai travaillé chez Rhône Poulenc, et je peux vous garantir que personne n'était capable de prévoir les résultats de Rhône Poulenc au début de l'année, notamment parce que ça dépendait de la grippe en fin d'année, et que globalement on gagnait très bien notre vie sur du paracétamol. Donc, et qu'en plus, enfin, c'était assez intéressant. Le Rhône Poulenc, non, parce que là, ça rend modeste. Rhône Poulenc gagnait pas mal sa vie dans la pharmacie et poussait en avant du genre des produits compliqués contre le cancer ou je ne sais pas quoi. Et en fait, la pharmacie n'était rentable que parce qu'on avait 85% de marge brute sur le paracétamol. Ouais, et je peux vous garantir que personne à l'extérieur ne savait ça. Donc, le fait de passer à la... Voilà, et voilà. Après, ça vous permet de mieux connaître, de comprendre les dirigeants.
Parce que ce qui pour moi est insupportable, c'est quand un gérant attaque violemment le dirigeant d'une société qui n'a pas tenu ses prévisions. A priori, une prévision est intenable. Le monde est trop compliqué. Après, c'est ce qu'il est honnête ou pas honnête. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Ben, merci de m'avoir écouté pendant si longtemps. Et puis Non, mais là, vous avez fait un carton, c'est manifeste. Beaucoup, beaucoup de questions encore, mais bon. Je cite un professeur bien connu, toujours le même, Bradford. Cher Monsieur Higgins, encore un grand merci pour votre présentation très convaincante. Et chers collègues de Financière, un grand merci pour cette animation très vivante, très interactive. Eh bien, il est très sympathique. Il nous félicite tous les deux. Ok, c'est moi qui vous remercie et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous.